Est-ce que la Russie peut vraiment continuer son offensive en Ukraine? C'est la question que tout le monde se pose. C'est légitime de se demander, surtout quand on voit que ça fait déjà 3 étés que cette guerre traîne. D'un côté, l'Ukraine galère sérieusement avec ses munitions, son matos et surtout ses soldats. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais attention, c'est pas la fête du côté russe non plus. La Russie de Poutine commence aussi à ressentir les effets de cette guerre qui semble interminable. Certains experts disent même que Poutine pourrait être en train de pousser la machine un peu trop loin, ce qui rappelle un peu les erreurs fatales qui ont précipité la chute de l'Union soviétique, surtout suite à son intervention en Afghanistan. Et avec le recul, on sait comment ça s'est fini pour eux. Du coup, la vraie question, c'est de savoir si la Russie est vraiment sur le point de craquer. Est-ce que le Kremlin devrait commencer à flipper pour autre chose que juste les pertes humaines énormes de cette guerre? C'est là que ça devient intéressant. On a creusé le sujet pour vraiment comprendre où en est la situation actuelle. Et voilà ce qu'on a trouvé. Il y a des fissures économiques dans l'empire de Poutine. On va tout expliquer dans cette vidéo. Et c'est pas tout. On va aussi te parler d'un plan que l'OTAN pourrait utiliser pour coincer Poutine encore plus. Si tout se passe comme prévu, ça pourrait même tourner en faveur des États membres de l'OTAN. Bref, reste attentif parce qu'aujourd'hui, on va te montrer comment l'économie russe est en train de vaciller. Mais avant ça, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Allez, c'est parti! Alors, on est bien d'accord, la guerre en Ukraine dure bien plus longtemps que ce que Poutine avait prévu, même dans ses pires scénarios. Et du coup, le Kremlin a dû prendre des mesures radicales. Premièrement, ils ont dû lancer des mobilisations massives pour envoyer des nouveaux soldats au front. À l'été 2022, ils ont mobilisé 137 000 personnes, puis encore 170 000 en décembre 2023. Et maintenant, en 2024, après l'invasion de Koursk par l'Ukraine, ils ont fait ce qu'ils avaient juré de ne jamais faire. Mobiliser des milliers de jeunes recrues inexpérimentés et mal équipés pour les envoyer sur le front. C'est une vraie catastrophe en préparation. Et ça s'arrête pas là. Tous les jeunes, au lieu de participer à l'économie productive du pays, deviennent un fardeau pour le budget public. En plus des dépenses liées à leur renvoi au front, il y aura aussi les pensions de ceux qui seront blessés ou tués. Ces coûts vont peser lourd, non seulement maintenant, mais aussi pendant des décennies. Et franchement, on peut dire que c'est la plus grosse bêtise de cette guerre. Poutine sacrifie toute une génération de jeunes qui pourraient contribuer à l'avenir du pays en les envoyant mourir ou être blessés à la guerre. Tout ça pourquoi? Pour la fierté de l'empereur Poutine, qui met son ego avant l'intérêt national. Mais ce ne sont pas que les soldats qui souffrent. Depuis que l'Ukraine a lancé son offensive sur Koursk le 6 août, les troupes de Zelensky contrôlent d'ores et déjà plus de 1000 km² à l'intérieur du territoire russe. Cette avancée a entraîné la fuite massive de 120 à 200 000 réfugiés russes qui fuient la guerre pour se réfugier ailleurs en Russie. Et évidemment, cela représente un coût supplémentaire pour le gouvernement russe qui doit subvenir à leurs besoins de base. Plus de 400 refuges ont déjà été installés dans le pays. En parallèle, le gouvernement russe a dû mettre en place une économie de guerre. Concrètement, ça veut dire que absolument toute l'économie est orientée vers l'effort de guerre en Ukraine. Le changement à la tête du ministère de la Défense, avec l'arrivée de l'économiste Andrei Belousov le 12 mai 2024, en est une parfaite illustration. Poutine l'a placé là pour restructurer l'économie du pays autour de l'effort de guerre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une économie de guerre? Eh bien, c'est assez simple. Dépenser toujours plus pour les forces armées. Tous les ministères travaillent dans cette direction. Les entreprises publiques et privées sont priées de réduire au maximum la production de biens civils pour se concentrer sur la fourniture de matériel militaire. Ce flux massif d'argent public dans l'économie russe explique en partie pourquoi l'économie a repris sa croissance et pourquoi des emplois ont été créés. Mais à quel prix? On parle ici d'une économie entièrement orientée vers la guerre avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le long terme. Tout ce qui est efficace dans le pays doit être mis en œuvre pour remporter la victoire. Les usines en Russie tournent à plein régime. On parle ici de production maximale, autant qu'elles peuvent se le permettre. C'est ça l'économie de guerre en action. Cet objectif se traduit par une augmentation des emplois et des salaires dans tous les secteurs industriels. Les travailleurs sont donc mobilisés pour soutenir cette énorme machine de guerre.
D'un côté, c'est une guerre, et des gens, même mes proches, meurent. Mais ensuite, il y a cette renaissance de l'industrie. Avons-nous déjà eu une période comme celle-là dans l'histoire de notre pays, quand nous, les travailleurs, avons tant gagné? La situation est devenue tellement extrême que dans de nombreuses régions de Russie, les usines embauchent des étudiants âgés de seulement 14 ou 15 ans. Les besoins en main-d'œuvre sont si importants qu'on en arrive à recruter des adolescents pour faire tourner les chaînes de production. Poutine a même dû approuver une mesure radicale pour compenser le manque de travailleurs. Désormais, certains prisonniers peuvent échanger leur peine de prison contre du travail forcé dans ces usines. Poutine a approuvé l'idée d'envoyer 100 000 prisonniers aux travaux forcés. Alors, avec l'économie russe qui semble reprendre du poil de la bête grâce à des dépenses publiques massives et un afflux énorme d'argent dans l'industrie, les propagandistes du Kremlin se sont empressés de crier victoire. Poutine gagne, la Russie est en plein boom. L'OTAN est en échec total, ils n'ont plus qu'à se rendre. Mais le problème pour le Kremlin, c'est que cette économie de guerre a un coût monumental et elle ne peut pas durer éternellement. Oui, à court terme, l'économie et l'emploi augmentent. Mais tout cela repose sur une énorme injection de fonds publics. On détourne les ressources des secteurs productifs pour les concentrer sur l'effort de guerre. Si on veut comparer, l'économie de guerre, c'est un peu comme un plan de relance macroéconomique financé par l'État. Mais ici, les entreprises ne font plus ce pourquoi elles sont douées. Elles doivent produire ce que le gouvernement leur demande, c'est-à-dire du matériel militaire. Si ce flux de dépenses publiques venait à s'interrompre soudainement, l'économie russe pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Les productions de matériel militaire deviendraient inutiles sans les contrats de l'État. Des milliers d'emplois seraient perdus et les entreprises devraient se reconvertir, ce qui leur coûterait énormément. Et dans un pays ouvert et compétitif, une telle transition serait déjà compliquée. Mais dans une Russie sous sanctions, avec peu ou pas de concurrence sur le marché international et avec les niveaux de corruption que l'on connaît, c'est une recette pour un désastre. Et d'un autre côté, si ces dépenses continuent sans relâche, il arrivera un moment où les ressources publiques ne suffiront plus. Au final, dans les deux cas, le résultat serait désastreux pour l'économie russe. Pourquoi? Parce que une économie militarisée finit par épuiser progressivement les ressources nationales. Et si en plus tu ne gagnes pas la guerre, alors là tu vois, il y a un énorme problème. Soyons clairs, la Russie ne mène pas seulement une guerre dévastatrice en Ukraine, elle est aussi engagée dans une guerre économique et rien ne garantit qu'elle pourra remporter cette dernière. Ce que l'on sait, c'est que l'accumulation des sanctions et l'effort de guerre grignote sérieusement la maigre richesse productive du pays. Mais avant de plonger dans ces détails, revenons sur les débuts. Poutine pensait que l'invasion de l'Ukraine serait une formalité. Son plan était assez simple. Ses troupes prendraient Kiev en un éclair, le gouvernement de Zelensky serait renversé et remplacé par un régime pro-Moscou. L'Ukraine s'éloignerait définitivement de l'OTAN et de l'Union européenne et les troupes russes rentreraient triomphalement. On les verrait défiler victorieux sur la place rouge et Poutine entrerait dans l'histoire de la Russie avec un couronnement impérial. Mais comme tu le sais, rien de tout ça s'est passé comme prévu. La résistance ukrainienne a bouleversé tous ses plans. Ensuite, les sanctions occidentales sont tombées, isolant la Russie du reste du monde. L'économie russe a pris un coup énorme. Les multinationales ont quitté le pays, la plupart des avoirs du gouvernement à l'étranger ont été gelés, les revenus énergétiques ont chuté et le rouble a perdu près de 50% de sa valeur en à peine quelques jours. Mais pour autant, le Kremlin n'est pas resté les bras croisés. Ils ont réagi assez rapidement. Ils ont imposé des contrôles de capitaux stricts, cherché à contourner les sanctions internationales et injecté beaucoup plus d'argent public dans l'économie. Le résultat, en 2023, l'économie russe a réussi à croître de près de 4% et en 2024, le FMI prévoit une croissance d'environ 3,2%. Faut reconnaître que dans ce contexte, le gouvernement russe a su s'adapter et tirer son épingle du jeu. Ils ont sans doute préparé plusieurs plans d'urgence et les ont exécutés rapidement, ce qui leur a valu un certain succès, du moins à court terme. Bien sûr, ces résultats ont été un vrai cadeau pour les propagandistes russes et les soutiens de Poutine. Tous entendu ces discours sur les réseaux sociaux ou à la télévision. L'économie russe est plus forte que jamais. Il gagne la guerre et Poutine va une fois de plus ridiculiser l'OTAN
impérialiste qui ne veut que la guerre mondiale. Mais attention, tout n'est pas aussi rose que ces propagandistes voudraient nous faire croire. Pour vraiment comprendre ce qu'il se passe, il faut regarder de plus près les chiffres. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Comment est-ce possible qu'une Russie, étranglée par des sanctions, avec des revenus énergétiques en baisse et même des difficultés à maintenir ses vols commerciaux, puisse afficher une croissance économique plus rapide que celle de l'Union européenne ou des États-Unis? Et bah, la réponse se trouve dans ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. En gros, le gouvernement russe dépense des sommes colossales pour son offensive en Ukraine, ce qui se traduit par une explosion des commandes à l'industrie nationale. Du coup, les niveaux de production augmentent, ce qui booste artificiellement l'économie. C'est du keynésianisme pur et dur. L'État injecte de l'argent pour stimuler l'économie, mais ici, c'est uniquement pour soutenir l'effort de guerre. Le problème, c'est que cette croissance repose sur la production de matériel militaire rudimentaire. On parle de vieux chars remis en état, de munitions, de bombes, de mines, d'obus d'artillerie, bref, des produits qui sont vite consommés une fois sur le champ de bataille. Rien de tout ça ne contribuera à améliorer les conditions de vie des Russes ou à rendre la Russie plus compétitive sur le marché international. En d'autres termes, l'économie russe se concentre sur des produits qui n'ont aucune valeur à long terme, tout en engloutissant une énorme quantité de ressources publiques. Pendant ce temps, la production d'autres biens plus importants pour le bien-être et l'avenir des Russes est mise de côté. En clair, c'est la vieille histoire de l'autruche, version Moscou, avec une pointe de poussière sous le tapis. Le gouvernement russe achète une croissance temporaire au prix d'un avenir économique incertain, où les besoins fondamentaux des Russes pourraient bien passer à la trappe. La Russie masque un processus de dégradation économique importante qui se poursuivra dans le futur et marginalisera encore davantage son influence internationale. La situation économique de la Russie en pleine guerre en Ukraine est vraiment complexe. Actuellement, le pays consacre environ 7% de son PIB à ses forces armées, un chiffre que Poutine a annoncé vouloir augmenter à 9%. Pour te donner une idée, 7% du PIB équivaut à environ 140 milliards de dollars par an, soit 80 milliards de plus que ce que la Russie dépensait avant la guerre. Mais ces chiffres officiels ne racontent pas toute l'histoire. Si on inclut le budget militaire et les postes budgétaires non divulgués, la facture totale du Kremlin depuis le début du conflit pourrait dépasser les 300 milliards de dollars. Et si on ajoute les actifs gelés à l'étranger, le coût total de la guerre pour la Russie pourrait déjà avoir dépassé les 500 voire 600 milliards de dollars. C'est une somme énorme, surtout pour un pays dont l'économie n'est pas particulièrement riche. Le plus inquiétant, c'est que la Russie consacre probablement déjà près de la moitié de son budget national à cette guerre. Et cela se fait au détriment d'autres secteurs essentiels comme les routes, les écoles, les universités, les hôpitaux et d'autres infrastructures critiques. Tout cela dans un pays qui en réalité manque cruellement de telles infrastructures. En plus, à mesure que la guerre se prolonge, les efforts financiers du gouvernement vont devoir s'intensifier. Pourquoi? Parce que les recettes de l'État vont mécaniquement diminuer, avec de moins en moins de secteurs privés actifs et de plus en plus d'entreprises dépendantes de l'État, les finances publiques vont finir par s'essouffler. Parallèlement, les coûts et les pensions, les indemnités de départ et les dépenses militaires vont continuer d'exploser, ce qui va sérieusement détériorer le niveau de vie des Russes. Il y a ceux qui disent que les dépenses militaires pourraient éventuellement stimuler l'innovation et renforcer la base industrielle, un peu comme les plans keynésiens. L'idée serait d'utiliser l'argent du gouvernement pour faire tourner l'économie, espérant que cela crée un cercle vertueux de croissance. Mais en réalité, la Russie n'investit pas dans la technologie ou les secteurs d'avenir. Elle se contente de produire des biens de base pour les envoyer au front. Les sanctions internationales compliquent encore plus les choses. La Russie ne peut plus emprunter sur les marchés internationaux pour financer la guerre et ses dépenses publiques. Le gouvernement doit donc puiser dans ses réserves, emprunter sur le marché intérieur à petite échelle et augmenter les impôts. D'ailleurs, le fonds souverain russe, le National Wealth Fund, a vu ses réserves liquides se réduire de moitié. Et bien sûr, la corruption massive qui gangrène le pays n'arrange rien. Une partie considérable de l'argent public destiné à soutenir l'effort de guerre est détournée. Et malgré tout ça, l'économie russe continue de croître, ce qui pourrait sembler paradoxal. Mais il faut comprendre que la croissance économique ne distingue pas entre une croissance productive, durable, et une croissance
inutile. Même l'Union soviétique ou le Venezuela sous Hugo Chavez ont connu des périodes de forte croissance économique, mais ça n'a pas empêché leur effondrement. En réalité, les investissements du secteur privé stagnent depuis le début du conflit et l'excédent commercial traditionnel de la Russie est en déclin. Ça signifie que l'argent que le gouvernement injecte dans l'économie finit par financer de plus en plus d'importations, notamment des biens de consommation courante, comme les téléphones et les voitures chinoises. L'économie publique se développe, certes, mais l'économie productive, elle, reste à l'arrêt. Le résultat de tout ça, l'inflation officielle a dépassé les 9% en grande partie à cause des mesures de relance économique et de la dépréciation du rouble. C'est pour cette raison que, le 13 septembre, la Banque centrale russe a été contrainte de prendre des mesures drastiques pour tenter de stabiliser la situation. La Banque centrale de Russie relève ses taux à 19% alors que l'inflation s'accélère. Alors, on est au cœur de la question cruciale. Quelle incitation Poutine a-t-il à arrêter la guerre en Ukraine, surtout si l'effort militaire semble booster temporairement l'économie russe? Poutine, c'est pas un économiste, c'est un empereur qui rêve de laisser sa marque dans l'histoire. Pour lui, la guerre en Ukraine est avant tout une question d'héritage politique. Il a envahi l'Ukraine pour se faire un nom, pour inscrire son règne dans les livres d'histoire comme celui qui a rétabli la grandeur de la Russie. Maintenant que l'invasion s'est avérée un échec, que peut-il faire pour sauver la face? Une des options qui semble plausible, c'est de militariser la Russie à fond, de transformer le pays en une sorte de Sparte moderne, où tout est subordonné à la guerre et à la défense nationale. Poutine pourrait ainsi être perçu comme celui qui a renforcé la Russie, même après l'échec en Ukraine. C'est une hypothèse avancée par certains analystes, et elle n'est pas si farfelue que ça. D'autres pensent que Poutine pourrait chercher à mettre fin à la guerre pour éviter un effondrement économique complet. Le bon sens suggérerait qu'il doit arrêter avant que son empire ne s'effondre, que les oligarques ne se retournent contre lui et avant qu'une défaite trop humiliante ne le mette en danger, lui et son régime. Mais en réalité, la guerre économique est une épée à double tranchant. La Russie reste un pays inefficace économiquement, dépendant des importations d'armes et de technologies de pays comme la Corée du Nord et l'Iran. Si la guerre continue, les entreprises militaires russes pourraient devenir des gouffres financiers, creusant encore plus le déficit public. Poutine a remplacé Shoigu par un économiste, ce qui pourrait indiquer qu'il croit encore pouvoir gagner cette guerre tout en reconstruisant la puissance de la Russie. Mais c'est loin d'être garanti. Et du côté de l'Ukraine, la situation est encore plus critique. L'Ukraine consacre près de 40% de son PIB à l'effort de guerre et elle ne pourrait pas tenir sans l'aide de l'Occident. Cette aide est vitale pour l'Ukraine, mais elle ne représente qu'un faible coût relatif pour l'Occident. Ici, c'est une autre guerre plus subtile qui se joue, la guerre économique. La Russie donne tout ce qu'elle a, tandis que l'Occident pourrait faire beaucoup plus sans trop de peine. Si les États-Unis et l'Union européenne mettaient plusieurs centaines de milliards de dollars sur la table, ils pourraient changer complètement la donne. Pas seulement en fournissant des armes à l'Ukraine, mais en permettant au pays d'acheter massivement des équipements militaires partout dans le monde. Ça aurait deux effets majeurs. Affaiblir durablement la Russie en provoquant l'érosion de ses capacités militaires et économiques et renforcer les capacités militaires occidentales. Car rappelons-le, la dissuasion est un élément clé pour maintenir la paix. Investir massivement en Ukraine pourrait aussi envoyer un message clair aux tyrans du monde entier. L'Occident ne tolérera pas l'agression sans réagir. En fin de compte, si l'Occident joue bien ses cartes, il pourrait forcer Poutine à faire tapis, ce qui pourrait accélérer l'effondrement de l'économie russe, et pour y arriver, il ne suffit pas de livrer quelques chars supplémentaires. Il faut un plan massif, une sorte de nouveau plan Marshall pour l'Ukraine qui mettrait Poutine dans une situation où chaque option est mauvaise pour lui. Alors, la vraie question est: l'Occident sera-t-il prêt à franchir ce pas? Ce sont ces fissures dans le pouvoir de Poutine qui pourraient bientôt révéler que l'empereur est nu. On continuera à suivre cette situation de près ici sur Diplo. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de liker et de t'abonner et surtout de la faire tourner. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de nous soutenir dans cette aventure, je t'invite à contribuer sur notre plateforme de financement participatif dont je te laisse le lien dans la description. Allez, merci pour ton écoute et à très bientôt.